Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Derrière son guichet de caissier, Charles Anderson est en train de compter des billets de $100 dont il fait une pile, tout en pestant intérieurement contre la chaleur déjà insupportable en ce début de juin. Quand il lève la tête pour s'éponger le front, il aperçoit un homme, grand, fort, au visage totalement inexpressif, un visage qu'il lui semble vaguement reconnaître. « Vous désirez, monsieur ?» L'homme glisse un sac en toile sous les barreaux du guichet et en soulève un coin juste suffisamment pour que Anderson puisse voir le revolver braqué sur lui. « Remplis-le », dit l'homme à mi-voix. « Mets-y tout ce que tu as. » Anderson sent sa gorge se serrer. Tout à coup, il a presque froid. « Écoutez, monsieur, dépêche-toi » fait l'homme. « Inutile de parler. » Anderson est tenté un instant d'appuyer sur la sonnette d'alarme, mais à quoi bon jouer les héros, se dit-il. Pour avoir mon nom dans les journaux, je serai bien avancé quand je serai à 6 pieds sous terre. Alors il obéit. Quand il a mis tout l'argent dans le sac et qu'il le tend à l'homme, il se demande une fois encore où il a déjà vu ces yeux étroits, ce visage blafard et grêlé, cette cicatrice le long de la mâchoire. Anderson est encore en train de fouiller dans sa mémoire quand l'homme se met à courir dans la rue. Alors, il hausse les épaules et appuie sur le bouton de la sonnette d'alarme. Le directeur, M. Powers, tend à Anderson un verre d'eau d'un air ému. La banque vient d'être fermée et une demi-douzaine de policiers ont envahi les lieux. « Vous vous sentez mieux, Anderson ?» demande M. Powers. « Oui, un peu mieux », répond faiblement Anderson. Powers a l'air si inquiet que Anderson se dit que le moment n'est pas plus mal choisi qu'un autre pour lui demander une augmentation. Mais à ce moment-là, un policier s'approche de lui. « Monsieur Anderson, je suis le lieutenant Pisano. Ça va ?» À tout hasard, Anderson décide de jouer au caissier épouvanté. « Ah, c'est que j'ai été très secoué, lieutenant. Quel choc !»« Je n'en doute pas, » dit Pisano avec sympathie. « Mais pourriez-vous me décrire l'homme ?» Il était grand, mais sans rien de spécial. Non, vraiment, je ne me souviens de rien d'autre. « Même en réfléchissant bien ?» insiste Pisano. Le ton un peu condescendant du policier déplaît à Anderson. Il n'aime pas qu'on prenne de grands airs avec lui. Et il avait une cicatrice à la mâchoire gauche, voilà, une cicatrice, je crois, dit-il. C'est tout ce que le lieutenant Pisano réussit à tirer de lui. « Bien, » conclut le policier, l'air déçu. « Si vous ne vous souvenez de rien d'autre, mais laissez-moi votre adresse et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Nous aurons peut-être des photos à vous montrer. » Une fois chez lui, Anderson branche son ventilateur et se verse une bière bien fraîche. Powers l'a augmenté de $80 sans la moindre protestation. Quel dommage, se dit Anderson. Je suis sûr que si je lui en avais demandé 100, il aurait dit oui sans ticket. Mon Dieu, quel dommage. Il est allongé sur son lit, complètement détendu,
quand il se souvient soudain des circonstances où il a déjà vu le gangster. L'année dernière, alors qu'il était employé dans une banque au nord de la ville, il prenait souvent ses repas dans un petit restaurant chinois éloigné de 2 pâtés de maison. C'est du côté des cuisines qu'il avait remarqué un homme grand, au visage blafard et grêlé, avec une cicatrice à la mâchoire gauche. Oui, c'était bien le même homme. Anderson se lève et va se servir une autre bière. « Je me demande s'il travaille encore là-bas, » se dit-il. Il se le demande même tellement que quelques minutes plus tard, il est dans le bus qui l'emmène vers le nord de la ville. Le restaurant Edgewood est quasiment désert à cette heure de l'après-midi et il ne faut pas plus de 5 minutes à Anderson pour obtenir de l'unique serveuse le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'homme employé aux cuisines. Anderson n'est pas surpris non plus d'apprendre que le dénommé Wallace n'est pas venu travailler aujourd'hui. Il a une indigestion, a dit la serveuse. Mais il sera là demain. La chance est décidément du côté de Anderson. Juste en face de l'immeuble plutôt minable où habite Wallace, il y a un petit café. Il entre, se dirige droit vers la cabine de téléphone et compose le numéro que lui a donné la serveuse. « Allô? Wallace? » Il y a un silence. Et puis, qui est à l'appareil? « Un ami. »« Ah ouais? Vous devez vous tromper de numéro. »« Je ne crois pas. Parlons sérieusement, Wallace. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Je peux même vous dire où vous étiez ce matin. » Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Si nous nous donnions rendez-vous, disons à 4 heures, hein, c'est dans 10 minutes, à 4 heures à l'angle de Walnut Street et de la 3e. Si vous n'acceptez pas, je mets un autre jeton dans cet appareil et j'appelle la police. Cette fois, il y a un très long silence, puis un marmonnement sourd. C'est bon, 4 heures à l'angle de Walnut Street et de la 3e. Anderson raccroche à son tour et quitte la cabine. Maintenant, il va falloir faire vite. Il sait qu'il dispose de 10 minutes maximum avant le retour de Wallace. 10 minutes. 10 minutes pour quoi faire? Peut-être vous en doutez-vous déjà, mais les histoires de voleurs volés sont généralement pleines de surprises et pas forcément toujours agréables, comme vous vous en rendrez compte dans quelques instants. Employé dans une banque, Charles Anderson a dû remettre ce matin même tout le contenu de sa caisse à un gangster qui le menaçait de son arme. Au policier qui arrive sur les lieux, il fait des réponses singulièrement évasives. Et pour cause, le visage de l'homme lui est familier. Alors, Anderson échafaude un plan dont la première phase est de retrouver le voleur, ce qu'il réussit à faire sans difficulté. À présent, il a 10 minutes pour exécuter le reste de son plan. La chambre qu'occupe Wallace est au dernier étage de l'immeuble, au bout d'un couloir sordide. C'est à la 3e tentative qu'Anderson parvient à faire céder la porte, d'une poussée si brusque qu'il manque de s'étaler au milieu de la pièce qui, heureusement, est minuscule. Il faut environ 4 minutes à Anderson pour fouiller les lieux et trouver l'argent dans le plafonnier, une chose de forme d'égout en forme de coupe et soutenue par 3 chaînes. Après quelques secondes d'euphorie, Anderson a un moment de panique. Il ne peut tout de même pas se promener dans la rue avec des liasses de billets à la main. Il se maudit pour son étourderie, puis se souvient d'une valise vide qu'il a vue dans la penderie. Un peu encombrant, c'est vrai, mais que faire? Cet imbécile de Wallace n'a même pas un sac en plastique chez lui. Quant au sac de toile qui lui a servi pour son braquage, il a dû bien évidemment s'en débarrasser. Quelques secondes plus tard, Anderson se retrouve sur le trottoir, balançant sa valise au bout de son bras.
Il sifflote, l'air béat. Dans le bus qui le ramène chez lui, il pense avec délice à la belle vie qui l'attend. Les grands voyages, les belles voitures, les jolies femmes aussi. Évidemment, il va falloir attendre un petit peu, 1 an peut-être. Inutile de prendre des risques inutiles, mais c'est surtout l'ironie de la situation qu'il ravit. Wallace ne peut rien contre lui, en tout cas, il n'ira sûrement pas se plaindre à la police d'avoir été cambriolé. Anderson vient de descendre de l'autobus et de s'engager dans la rue où se trouve son immeuble quand une voiture noire ralentit au bord du trottoir. « Anderson !» Il s'arrête brusquement, la main crispée sur la poignée de la valise. Le visage du chauffeur de la voiture lui est inconnu. En revanche, il reconnaît tout de suite l'homme assis côté passager. C'est le lieutenant Pisano qui regarde Anderson par la vitre baissée. « Nous venons justement de chez vous. » Il désigne la valise d'un geste du menton et demande « Vous partez en voyage ?»« Non, je suis allé faire des courses. » Et il lève la valise bien haut pour montrer combien elle est légère. « Ça vous ennuierait de venir avec nous au poste de police, monsieur ?» demande Pisano. « Ça ne vous prendra pas plus d'1 heure. » Anderson se dandine d'un pied sur l'autre. Il a bien envie de demander à passer chez lui d'abord pour déposer sa valise, mais les policiers ont l'air pressés et il ne tient surtout pas à attirer inutilement l'attention sur lui. Au commissariat, Anderson se retrouve dans une sorte d'auditorium avec une plateforme violemment éclairée. Pisano manque trébucher en venant s'asseoir près de lui. « Ah, vous voulez bien enlever votre valise, s'il vous plaît? Elle gêne le passage. » Anderson ramasse l'encombrant objet et le place sur le siège vide à sa droite. Quelques minutes plus tard, 6 hommes s'avancent d'un pas incertain sur la plateforme et s'alignent contre le mur. Anderson trouve la scène presque amusante. « Je me demande où la police trouve des cloches pareilles, » se dit-il. Et soudain, il n'a plus du tout envie de rire. Le 6e homme est Wallace. Comme dans un cauchemar, Anderson voit Wallace regarder la valise, la reconnaître. Il voit aussi le visage du gangster déformé par une colère froide. « Vous reconnaissez un de ces hommes ?» demande Pisano. « Hein? Non, lieutenant. » « Vraiment? Bon, essayons autre chose. » Pisano pose quelques questions à chacun des 6 hommes. « Et leur voix, vous ne reconnaissez aucune de ces voix? »« Non, vraiment, lieutenant, je ne reconnais pas, non. » Pisano se lève avec un haussement d'épaules résigné. Il se tourne vers Anderson. « Eh bien, tant pis, monsieur. Nous aurons peut-être davantage de chance la prochaine fois. Je pensais pourtant bien trouver notre homme parmi ces 6 suspects. Ils ont tous plus ou moins participé à des braquages de banques ces dernières années. On les a ramassés cet après-midi, juste pour voir. » Anderson toussote pour s'éclaircir la gorge, mais le son de sa voix lui paraît tout de même bizarre. « Je suis désolé de n'avoir pu vous aider, lieutenant. Mais dites-moi, ces 6 hommes-là, vous allez les renvoyer en prison, n'est-ce pas? »« Ah non, monsieur. Ils seront relâchés dans quelques minutes. Après tout, il n'y a rien à retenir contre eux, n'est-ce pas? C'est moi qui suis désolé, monsieur Anderson, de vous avoir dérangé pour rien, mais vous comprenez, il fallait que nous tentions quelque chose. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'avez pas encore très bonne mine. Nous passerons probablement vous voir demain à la banque. » Anderson prend sa valise et se dirige vers la porte. Il a déjà la main sur la poignée quand il se retourne. « Dites, lieutenant, vous ne pourriez pas me faire ramener chez moi en voiture par un de vos hommes? »« Ah, impossible, monsieur. Toutes nos voitures sont prises. Et moi-même, je ne pourrais pas partir avant 2 heures, au moins. Mais prenez un taxi. Nous vous rembourserons vos frais demain. Surtout, ne vous aventurez pas à pied dans ce quartier. Il n'est pas sûr du tout. » Une fois dans la rue, Anderson frissonne malgré la chaleur.
Et Pisano, qui appelle ça un quartier pas sûr, marmonne-t-il. C'est un vrai coupe-gorge, oui. Il se hâte vers une rue transversale où circulent quelques voitures. « Il faut que je m'en aille d'ici », se répète-t-il en regardant constamment par-dessus son épaule. Wallace m'a repéré, il a reconnu sa satanée valise. Tout s'est retourné en sa faveur. Je n'ai pas voulu dire que je le reconnaissais et maintenant, il peut me tuer et reprendre son argent. La police ne le soupçonnera jamais. Aucun taxi en vue, ni aucun bus. Anderson ne sait même pas vers où se diriger. Il n'est jamais venu dans ce quartier éloigné du centre, ce quartier sinistre et désert où le guette probablement Wallace, tapi sous une porte cochère ou dans le renfoncement d'un mur. Il s'engage au hasard dans une ruelle bordée de maisons sordides. Et soudain, au bout de la ruelle, il voit quelque chose bouger. Une silhouette. Aussitôt, Anderson fait volte-face. Il veut maintenant retourner au poste de police. D'ailleurs, pourquoi en est-il parti? De là, il téléphonerait pour avoir un taxi. Il entend des pas qui se rapprochent et se jette dans une autre rue à gauche, trébuche sur une poubelle, court droit devant lui à toutes jambes. Les pas se rapprochent encore, mais Anderson est trop épuisé pour faire un pas de plus. Il s'immobilise, le dos appuyé contre un mur de briques sales. Une ombre se dessine sur le mur. Les pas de l'homme se font entendre quelques instants encore, puis s'arrêtent. Anderson, épuisé, lâche sa valise. « Écoutez, Wallace, » dit-il en se retournant. Assis derrière son bureau, le lieutenant Pisano contemple d'un air accablé le gros garçon blond affalé sur une chaise en face de lui. « Allons, à vous, qu'on en finisse. Tu l'as suivi, tu as voulu lui prendre sa valise et comme il s'est défendu, tu l'as frappé avec un couteau. » Le garçon relève la tête. Ses yeux bleus délavés ont une expression hagarde. « Il s'est pas défendu. Il a seulement éclaté de rire en me voyant. Et il riait. Ah, moi, je lui ai dit de se taire. » Et comme il n'obéissait pas, tu l'as poignardé. Le garçon se prend la tête entre les mains. Pisano se lève et marche vers une table où se trouve une valise, un portefeuille, de la monnaie, un paquet de cigarettes. Il ouvre le portefeuille. 12 $. Tu l'as tué pour 12 $. Mais je voulais pas, je vous jure que je voulais pas. Tais-toi. Pisano est écœuré. C'est lui le responsable de la mort d'Anderson. S'il ne l'avait pas fait venir au poste ce soir-là, s'il lui avait donné une voiture pour le raccompagner chez lui... « Emmenez-moi cette petite crapule, » dit-il au policier debout près de la porte. « Je ne veux plus le voir. Et rangez aussi les affaires d'Anderson en attendant que sa famille vienne les chercher. » Pensivement, le lieutenant Pisano ramasse le portefeuille, le tourne entre ses doigts, puis il fait jouer les serrures de la valise. « Je voulais pas le tuer !» dit le garçon d'une voix plaintive en se dirigeant vers la porte. « Il devait être devenu fou pour rire comme ça. Il croyait que j'étais quelqu'un d'autre. Il m'appelait Wallace. » Le lieutenant Pisano s'immobilise. Son regard va de la valise ouverte au gros garçon blond qui s'apprête à quitter la pièce. « Wallace? Tu dis qu'il t'appelait Wallace? » Et brusquement, il comprend tout. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.